Pour moi, être mal logé, c'est quand c'est sale, bruyant et trop petit. C'est être dans un endroit qui n'est pas viable ni fiable. Manque d'eau, d'électricité, un toit qui coule. Celui ou celle qui habite le logement, il est considéré comme étant une bête, tout simplement. Quand on est déshumanisé dans un logement, c'est un logement dans lequel on ne peut pas vivre du tout. Le faire du neuf, mais pas en faisant des cages à pigeons, des bâtiments à étages. Si le béton est bon, il peut rénover, mais si le logement, le béton n'est pas bon, il faut démolir. Pour moi, un bon logement, c'est avoir toutes les conditions de sécurité réunies. Comme l'électricité, l'eau potable. Entretien, confort et un bon cadre de vie. Une réaction en une phrase à tout ce qu'on vient d'entendre. C'est que le mal logement, il y a des définitions statistiques et puis les meilleures définitions, c'est les définitions des personnes qui habitent dans ces logements et pour qui c'est vraiment des conditions de vie absolument indispensables pour se sentir même un être humain. La personne disait, on est comme des bêtes dans du mal logement. C'est vraiment le support de la vie et de la vie en société, c'est le logement. Mais on va en parler. Bonjour à tous. Alors, pourquoi l'outre-mer enregistre un taux de mal logement plus élevé qu'en métropole? Faut-il construire du neuf ou réhabiliter de l'ancien? Si le mal logement est le départ d'une déshumanisation, comment y remédier? Des questions graves et qu'il est urgent de se poser encore et encore. Et nous sommes contents de le faire ce matin avec notre invité, Manuel Domergue. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes directeur des études pour la Fondation Abbé Pierre depuis 5 ans maintenant. Vous connaissez les problématiques du logement outre-mer, notamment à La Réunion où vous vous êtes rendu. Vous avez présenté en avril dernier un rapport sur le logement réunionnais. Il y a au sein de la Fondation une étude en cours sur le logement dans les autres départements et territoires de nos outre-mer. Avant de commencer, est-ce qu'on peut aussi faire un peu de pédagogie et donner des définitions? Insalubre, indécent, indigne. De quoi on parle quand on parle de mal logement? Le mal logement, c'est des mauvaises conditions d'habitat. Donc là, on retrouve le logement indigne, le logement insalubre qui regroupe plutôt les problématiques de santé, quand le mal logement a des impacts sur votre santé. Logement indécent, c'est un logement qui ne respecte pas les règles de décence qui sont censées régir votre contrat avec votre propriétaire. Mais le mal logement, c'est aussi l'absence de logement, quand on est à la rue ou quand on est hébergé par des amis, par sa famille. On peut être dans un bon logement, mais on n'est pas chez soi. Donc on est mal logé si c'est vraiment une contrainte et que ce n'est pas un choix de vie, évidemment, d'habiter avec ses oncles et tantes ou parents ou amis. Et puis après, il y a d'autres formes de mal logement plus insidieuses. La précarité énergétique, par exemple, le fait d'avoir froid chez soi ou de se ruiner pour se chauffer. Le surpeuplement. Ce qui est moins le cas dans nos territoires d'outre-mer. Oui, mais il y a d'autres problèmes de précarité énergétique, notamment de prix des énergies ou de climatisation parfois. Et donc, il se pose aussi assez fortement outre-mer, même si ce n'est pas ce qui vient à l'esprit assez spontanément, évidemment, parce qu'il fait souvent moins froid qu'en métropole. Le terme de mal logement, c'est un terme qui a été inventé, en tout cas posé par la Fondation Abbé Pierre il y a plus de 20 ans. On a évolué, mais pas tant que ça depuis, c'est-à-dire qu'on a posé le problème, mais le mal, la maladie est toujours aussi grave. Oui, tout à fait. Le problème du mal logement en France reste extrêmement important. Ça ne veut pas dire que rien n'a été fait depuis 25 ans. Il y a eu des progrès sur le nombre de logements insalubres, indignes en France. Le nombre de logements qui n'ont pas le confort sanitaire de base, ça devient quand même très minoritaire, heureusement. Donc la qualité des logements, en moyenne, s'améliore. Mais c'est en moyenne. Et donc quand on regarde en bas de l'échelle sociale, les personnes à bas revenus ont du mal à se loger. Le prix du logement a beaucoup augmenté. Donc la qualité du logement s'est améliorée, mais à quel prix? Et donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus les moyens de se payer un logement de bonne qualité, qui sont obligées de se serrer, de se saigner pour avoir accès à un logement parfois très éloigné de leur lieu de vie, de leur lieu de travail. Et donc ça pose tout un tas de problèmes. La France n'est pas du tout sortie de ce problème. Et il y a des aspects où même ça s'est dégradé. Je pense en particulier aux personnes sans domicile, où là, très clairement, depuis une quinzaine d'années, on voit une augmentation très forte, mais très différente selon les territoires. C'est ça aussi qui est difficile. Le logement, c'est une question territorialisée. Ce n'est pas du tout la même chose à Paris et ailleurs.
Alors, à La Réunion, vous connaissez, La Réunion fait partie des 10 territoires pilotes du plan de pauvreté. Donc, il y a un chiffre de l'INSEE que je voudrais rappeler. Le taux de pauvreté est de 40% à La Réunion contre 14% à l'échelle nationale. Donc, c'est des chiffres qui datent de quelques années, des dernières études de l'INSEE. Le mal logement fait partie de la pauvreté. Oui, tout à fait. C'est une manifestation de la pauvreté en conditions de vie. C'est-à-dire la pauvreté, ce n'est pas simplement le nombre d'euros que vous avez pour vivre chaque mois, c'est aussi qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces euros-là. Et ça, le taux de pauvreté le prend mal en compte, parce que vous ayez 800 euros pour vivre, ce n'est pas la même chose quand vous êtes dans une zone où le logement est vraiment pas cher, ou alors quand vous êtes vous-même déjà propriétaire depuis longtemps, ou dans une zone où vous devez payer 500, 600 euros, ne serait-ce que pour avoir un studio. Ça change dramatiquement vos conditions de vie. Donc c'est une forme de pauvreté qui est une des plus difficiles à vivre parce qu'elle vous affecte en permanence. Elle affecte votre confiance en vous-même, votre capacité à inviter des gens chez vous, à vous sentir en sécurité, à dormir correctement, à ce que vos enfants aient un peu de place pour marcher. Donc c'est vraiment un élément de la vie quotidienne qui est souvent insuffisamment pris en compte par les pouvoirs publics. On regardait dans le micro-trottoir, on parle de logement neuf ou de logement réhabilité. Quelle est la position de la Fondation à ce sujet? C'est vrai que souvent, quand on parle de réponse à la crise du logement, on parle nombre de logements nouveaux à construire. C'est évidemment un élément important dans les zones où il y a une demande de logement important, dans les zones où il y a une démographie importante. Ce n'est pas le cas de toutes les zones en France. Et même quand on prend les Outre-mer, au niveau démographique, c'est extrêmement différent selon que vous soyez aux Antilles, où il y a une évolution démographique assez stable, et d'autres endroits comme Mayotte, La Réunion, la Guyane, où là, il y a un accroissement de la population. Oui. Et donc, les réponses ne sont pas les mêmes. Quand vous avez des nouveaux habitants régulièrement et que dans les projections démographiques, dans les 10, 20, 30 ans, vous savez qu'il y en aura encore plus, il faut construire, évidemment. Dans les zones où ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien de construire davantage, encore et encore, au risque de prendre sur le foncier agricole, etc., au risque aussi de créer de la vacance. Parce que quand vous produisez des logements neufs, ça veut dire que les logements anciens, peut-être, seront moins habités. Et donc, ça crée de la vacance et ce n'est pas un bon indicateur pour une ville où il y a beaucoup de logements vacants, notamment, je pense, aux villes moyennes, aux centres-villes des villes moyennes. Ça crée des ambiances dans les villes extrêmement négatives. Donc, souvent, on a trop mis l'accent sur la construction neuve, c'est important. Dans des zones moins tendues, il faut mettre l'accent sur la réhabilitation. C'est moins spectaculaire, mais souvent, si les personnes sont plus attachées à ce qu'on réhabilite leur logement plutôt que d'être relogées ailleurs. Mais justement, on va aller à La Réunion suivre une équipe que vous connaissez qui recense les habitats indignes sur le territoire. D'accord. Et la haute maison d'avoir, il fit beaucoup alors, c'est pour ça qu'on l'a parti? Ben oui, c'est une piscine dedans. Hugues a dû quitter son logement il y a plus d'1 an. Impossible de vivre ici avec son fils de 15 ans. C'est une piscine. D'accord. Il reçoit aujourd'hui Laurence, technicienne en bâtiment à la CIREST. Elle est chargée de diagnostiquer les logements insalubres en vue d'aider à la réhabilitation. On vient de temps en temps quand même arranger un petit peu qu'on gagne alors. Okay. Dans cette maison, toute la toiture est à refaire et une partie de la bâtisse est à démolir. Avec 600 € de revenus, il n'a pas les moyens de faire les travaux. Mais dans quelques mois, Hugues pourra réemménager chez lui et ainsi économiser 176 € de loyer. Mais je prie au bon Dieu pour que ça se concrétise. Et c'est en train de le faire apparemment. Mais c'est le bonheur, mon âme. Je rêve de ça tous les jours. Tous les jours. Et la maison, elle n'est pas habitée. Je suis dans un logement social, en ville. Et c'est pas mon truc. Ça change de tout. Mais là, si madame il dit à moi, il peut faire quelque chose pour moi, merci la vie. Ça fait 15 ans que je suis dans le bâtiment. Et aujourd'hui, en 2019, je me demande comment il y a encore des gens qui vivent dans ces situations-là. Et ça reste pour moi vraiment un point faible. L'habitat indigne, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de défendre. Ici, le montant estimé des travaux est de 20 000 €. Et Hugues ne déboursera pas un centime, car tout est pris en charge par des aides de l'État. Mais la réhabilitation ne se fait pas en un jour. Après l'expertise, il faut monter le dossier pour pouvoir enclencher les travaux. Ok. Ce qu'on fait, c'est que nous allons mettre la boîte de dérivation ici. Nous sommes chez Noël. Pour lui, le chantier a déjà débuté. Ici, ce sont les compagnons bâtisseurs qui aident à rénover sa maison.
Il s'agit d'une auto-réhabilitation accompagnée, c'est-à-dire que l'occupant doit aider lors des travaux. Car l'objectif est aussi humain, que les personnes puissent s'investir et ainsi retrouver une estime d'elles-mêmes. On échange beaucoup sur ce qu'il veut dans sa maison, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ses activités. Parce qu'après, on va travailler ensemble. Du coup, il faut d'abord créer un lien. Et notre rôle à nous, en fait, c'est utiliser le chantier. C'est l'outil pour pouvoir redynamiser une personne dans son environnement, dans sa vie. Soit peut-être, voilà. Après, le dispositif de lutte contre le logement indigne mis en place par la CIREST existe depuis 2017. 800 diagnostics ont déjà été réalisés, 130 dossiers sont à l'étude. Une fois le chantier terminé, les compagnons bâtisseurs gardent parfois un contact avec les personnes chez qui ils sont intervenus. C'est le cas de Jocelyne. Sa maison a été réhabilitée il y a 3 mois et elle ne réalise toujours pas. C'est le rêve. Maintenant, je peux dire, écoute, je peux dormir tranquille et de dire aussi, la petite case, ça coule plus. Hein? Il y a la pluie qui tombe dehors, mais pas sur nous. C'est la petite case rénovée. Quel bonheur aussi. Hein? On se sent bien. Moi surtout, hein, je m'assois, même avec le mari, il me dit, est-ce qu'on est chez nous maintenant? Je dis, et pourquoi pas? Hein? J'ai rêvé, mais aujourd'hui, ça fait un grand ouf dans le cœur. À La Réunion, on estime qu'un Réunionnais sur 5 vit dans un logement insalubre. 20 000 foyers seraient vétustes. Et un grand merci à Jocelyne pour son généreux témoignage qui nous réchauffe le cœur. Ça, c'est une belle illustration, évidemment, de ce dont on parlait au tout début de cette émission, sur la déshumanisation que représente le logement. On a vu les compagnons bâtisseurs. Vous les aidez, vous les financez, comment ça se passe? Oui, nous on est une fondation, donc notre rôle premier c'est de recueillir des dons des particuliers et de redistribuer ces dons vers des associations de terrain qui vont agir dans le sens de la lutte contre le mal logement. Et les compagnons bâtisseurs un peu partout sur le territoire, c'est vrai qu'on les aide beaucoup parce que c'est très important. C'est à la fois des travaux, bon, il faut faire des travaux quand il y a des problèmes de toiture, etc. Mais c'est pas n'importe quels travaux, c'est des travaux avec les personnes. Donc à la fois, ça peut diminuer le montant du chantier, le prix du chantier, parce que les personnes mettent la main à la tâche, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les personnes se réapproprient leur habitat et, ayant participé aux travaux, quelle que soit leur connaissance, parfois c'est un peu symbolique, quand vous ne connaissez pas comment faire de la maçonnerie, vous n'allez pas faire le chantier à la place des professionnels, mais au moins vous avez participé et c'est très important pour l'entretien du logement, l'appropriation du logement. Parce que beaucoup de personnes, parfois, quand elles se retrouvent dans un logement, même un logement neuf ou un logement totalement réhabilité, ne se sentent plus chez elles parce que c'est plus leur repère. C'est assez froid, parfois après assez dépersonnalisé. Donc quand on a participé à la définition des travaux, quand on a mis la main à la pâte, on se sent mieux chez soi, on sait comment entretenir un logement. C'est pas si simple de savoir comment entretenir un logement, comment le ventiler, comment l'orienter, ouvrir, fermer les fenêtres, le nettoyer, etc. Les compagnons bâtisseurs ont un rôle de formateur des personnes pour qu'elles se sentent chez elles et ce reportage le montre extrêmement bien. La différence entre réhabilitation et auto-réhabilitation, on l'a bien compris. En quoi ça peut remettre quelqu'un debout, de mettre la main à la tâche, comme vous dites? Parce que les personnes, tout à coup, sont actrices de leur réhabilitation. Ce n'est pas simplement qu'on vient leur octroyer un chantier à 20 000 €. C'est vrai que c'est une aide de la collectivité importante. Donc, pour ne pas se sentir un peu écrasé, peut-être redevable sous le poids de cette aide qui arrive de l'extérieur, si on a participé à la définition, parce que tout le monde n'a pas les mêmes attentes, hein, tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir 2 salles de bain, etc. Ça dépend du mode de vie des personnes, qu'elles se sentent un peu chez elles, parce que c'est chez elles. Et donc, c'est très important qu'elles puissent participer. C'est parfois un peu symbolique en termes de mener des travaux, effectivement. Mais après, savoir comment vivre dans ce logement, ça dépend vraiment si vous avez pu être acteur ou pas de cette réhabilitation. Vous, quand vous êtes allé à La Réunion, puisqu'on en a une belle illustration, qu'est-ce qui vous a le plus marqué par rapport à, justement, à l'état du parc de logement de l'île? Cette dame de la CIREST disait, ça fait 19 ans que je suis dans le bâtiment, je continue à ne pas comprendre comment il y a encore des personnes qui vivent dans des cases où l'eau coule sur le toit. Vous, quel a été votre... Par rapport à d'autres territoires, c'est vrai qu'à La Réunion, il y a un travail de résorption des bidonvilles qui a été assez efficace, dans le sens où maintenant, les poches d'habitat insalubre sont des poches beaucoup moins visibles.
Donc ce sont des logements dans le diffus qui sont parfois pas simples à identifier. Donc c'est là que l'action des associations pour aller au-devant des personnes qui parfois ne connaissent pas leurs droits ou ne pensent pas qu'elles sont éligibles à des aides aussi importantes que celle-ci, pour leur dire mais est-ce que chez vous, vous vous sentez bien, mais est-ce que quand même le fait qu'il y ait de l'eau qui coule dans la maison, que vous n'ayez pas l'eau chaude, etc., est-ce que vous ne voulez pas qu'on ait des solutions pour vous? Donc ça nécessite d'aller au-devant des personnes. Parce que c'est Que fait cette dame? Exactement, oui. Parce que c'est moins visible. Après, il y a des formes de mal-logement à La Réunion qui sont moins spectaculaires, mais qu'on n'attendrait pas forcément, ou en tout cas vu de la métropole, hein, pour ce qui est mon cas, on s'y attend moins, c'est le prix des loyers. Par exemple, à Saint-Denis de La Réunion, c'est une ville très tendue. On est au-delà de 10 € du mètre carré, c'est-à-dire le niveau du prix dans de nombreuses métropoles en France. De l'Hexagone. De l'Hexagone. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas simplement une question de qualité du logement, il y a aussi une question du prix. Et donc il y a des solutions qui peuvent être utiles, en particulier l'encadrement des loyers dans les zones tendues de La Réunion. Et ça, c'est un débat aujourd'hui dans le cadre des municipales. Est-ce que les candidats s'engagent à encadrer les loyers? Ça dépend de leur volonté. L'État offre la possibilité aux maires qui ont envie d'encadrer les loyers. C'est possiblement le cas à Saint-Denis de La Réunion. Et puis après aussi la construction de logements sociaux, parce que le marché exclut par principe un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas, qui ne sont pas assez solvables, qui n'ont pas les garants. Et pour ça, avoir un parc social fort, avec des niveaux de loyer bas, parce qu'on voit bien que le niveau de vie à La Réunion, pour certaines catégories de la population, il est bas. Et donc, il faut des niveaux de loyer qui soient correspondants à ces conditions de vie. Alors après, dans nos territoires, les logements sociaux, donc les cages à lapins, comme on le dit vulgairement, n'ont pas forcément bonne figure pour personne, en métropole non plus. Les gens sont très attachés à leur terre, à leur maison. Et je vous propose qu'on aille en Guyane, à Irakubo. Nous attend Louise. Bonjour Louise, alors j'ai dit que vous êtes à Irakubo, mais là vous êtes à Cayenne, mais en fait votre maison est dans la commune de Bellevue, à Irakubo, un village amérindien. Bienvenue en tout cas sur notre plateau. Vous êtes maman de 6 enfants, vous êtes à la retraite, vous avez 63 ans. Et vous avez laissé, lorsque vous avez dû quitter la Guyane en 97, votre maison à l'abandon pendant 20 ans. Et puis quand vous êtes rentré en Guyane en 2009, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bonjour. Bonjour Louise. Oui, bonjour. Alors quand je suis rentrée en 2009, voilà, donc je n'ai pas tout de suite habité dans cette maison parce que bon, je n'avais pas trop le confort. Voilà, donc ce qui m'a retardé à rentrer dans cette maison. Comment vous avez réussi à rétablir le confort dans votre logement? Alors, écoutez, si j'avais été mieux informée bien avant, j'aurais déjà, comme je dis, fait les démarches bien longtemps. Donc, on n'est pas trop informé. Et puis voilà, j'ai su, c'est par la CTG que j'ai su qu'on pouvait déposer une demande. Donc la communauté la collectivité territoriale de Guyane, c'est ça? Voilà, oui. Je me suis adressée à la CTG et c'est de là qui m'a orientée vers l'ADEAL. Donc on voit en même temps que vous nous parlez les images de votre logement. Qu'est-ce qu'il y a on en parle avec mon invité depuis le début de l'émission sur l'importance de retrouver un bien-être chez soi. Vous, quel a été le changement le plus radical quand vous avez pu réinvestir votre maison? Alors le plus remarquable, c'est que j'avais déjà les travaux les plus importants, il y en avait au moins 3. C'était la toiture, la mise aux normes de l'électricité et des sanitaires. Et l'arrivée d'eau courante dans la maison, voilà. C'était les travaux les plus importants. Et après, ça a été fait. Et maintenant, je suis contente, voilà. Oui, en tout cas, quand on préparait l'émission, je crois que vous adorez la couture et que depuis qu'il y a de l'électricité, vous pouvez passer vos nuits à coudre et non pas à la lueur de la bougie. Oui, exactement, c'est ça. Oui. J'interroge aussi Monsieur Domergue par rapport à ce que vous venez de dire. Louise dit « je n'étais pas informée ».
c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs quand ils sont dans des situations comme ça de mal logement ou de logement insalubre On peut leur dire que le logement, c'est un droit. Le droit à un logement décent. C'est vrai que tout le monde ne le sait pas, ou tout le monde ne sait pas qu'il y a des aides pour pouvoir s'en sortir, même quand on est propriétaire occupant. Et c'est vrai que les aides sont assez compliquées parce que ce ne sont pas les mêmes selon le territoire où vous êtes, selon vos niveaux de revenus, etc. Mais ça vaut le coup de s'informer. Il existe des associations un peu partout sur le territoire pour informer les locataires, les propriétaires. Parfois, monter les dossiers, c'est un peu compliqué parce que c'est assez technique. Il faut parfois saisir des aides de la collectivité locale, de l'État, d'associations, de fondations. Donc, on peut se faire accompagner pour ça. Il y a souvent des numéros de téléphone où on peut avoir un premier contact, qu'il s'agisse de rénover votre logement, de faire une demande de logement social, de faire un recours si ce n'est pas satisfait. Il existe en France beaucoup de lois très ambitieuse, pas toujours appliquée hélas, mais il faut s'en saisir parce que c'est ça aussi qui force les pouvoirs publics à assumer leurs promesses. Et ça a été difficile pour vous, Louise, de monter un dossier? Alors, je dirais difficile, oui et non, c'est un petit peu compliqué, mais bon, j'ai eu l'aide des enfants qui m'ont aidé, qui m'ont beaucoup aidé dans mes démarches. Et puis avec l'opérateur social aussi, qui m'a beaucoup aidé aussi, voilà. Et puis il a eu un petit mot encourageant pour moi quand il m'a dit je ferai tout mon possible pour vous, Madame Galima, voilà. Et ça vous a donné en tout cas de l'espoir, de l'espérance pour continuer dans vos travaux. Est-ce que vous avez dû financer aussi, il y en a eu pour quand même 30 000 € à peu près de travaux? Oui, 35 000 €. 35 000 €. Voilà, et j'ai eu un apport personnel à donner quand même, voilà, sur les 35 000 €. Mais le reste des travaux a été pris en charge par l'État. Par l'État. Par l'ADEAL, oui. Donc c'est possible, c'est ce que disait M. Demergue, il faut se renseigner, il faut se faire aider, il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup en tout cas Louise pour votre témoignage et j'espère qu'un jour, si j'ai l'occasion de venir en Guyane, je viendrai jusqu'à Irakubo à Bellevue pour voir votre jolie maison. Oui, il n'y a pas de souci, bien sûr. Avec plaisir. À bientôt Louise, merci beaucoup. À bientôt. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi sur le Pacifique? Parce que là, on a vu, donc on est avec Louise. Louise est propriétaire dans un village amérindien. Il y a eu des aides d'une maison qu'on a vue de briques avec des charpentes, etc. Et parfois, il y a une envie de vivre près de la terre qui empêche de façon culturelle les choses. Est-ce que vous accompagnez aussi ou vous êtes sensible dans vos études à ce postulat? Tout à fait, les conflits fonciers, les difficultés parfois aussi de savoir qui est propriétaire du foncier, parce que tout n'est pas toujours aussi simple avec un cadastre établi de longue date, etc. Ça participe à la difficulté de résoudre les situations d'habitat indigne, d'habitat insalubre. Donc il faut s'y atteler. C'est le ressort des pouvoirs publics d'aller affronter ces questions qui ne sont pas toujours très simples, effectivement. En Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, une des difficultés, c'est que les deux grandes agences d'amélioration de l'habitat qui existent en France, l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, et l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, n'ont pas d'activité là-bas. Donc ça complique un peu les choses parce que d'avoir des opérateurs nationaux très compétents, bien financés, c'est évidemment une aide très forte pour résoudre la question de l'habitat insalubre. Et on est dans certaines zones, notamment dans le Pacifique, avec un déficit d'opérateurs, de personnes, d'associations, d'opérateurs publics parfois, pour aller résoudre les questions des personnes. Et sachant qu'il y a des spécificités culturelles, effectivement un attachement à la terre dont vous parliez, qui est très fort et qui aussi du coup interroge le risque qu'on peut avoir de plaquer des solutions toutes faites en fonction d'habitudes culturelles qui sont plutôt celles de la métropole et de dire il faut reloger en logement social par exemple. Il y a des territoires où c'est pas ça, où c'est pas adapté, où c'est pas la demande des personnes. Donc le critère de toute façon c'est d'aller demander leur avis aux personnes et puis de prendre le temps de chercher des solutions qui soient
soit adapté à leurs aspirations. Alors vous avez évoqué ça, mais parce qu'il y a des différences entre les départements et les territoires d'outre-mer. On parlait du Pacifique, on va aller tout de suite voir un exemple en Nouvelle-Calédonie, rencontrer les habitants de ce qu'on appelle le squat de Tina. Après 5 ans dans un logement social, Violette et sa famille ont décidé de revenir habiter ici, en périphérie de Nouméa, au squat de Tina, dans cette même maison où ils ont déjà vécu près de 10 ans. C'est ici qu'ils se sentent bien. La vie en appartement, ils ne s'y sont jamais adaptés. Je suis sorti de la SIC pour revenir encore ici au squat parce que je sens une vie, ma vie, ma culture à moi. C'est, voilà, je vis dans la terre, je cultive la terre. Ici, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de la lumière, c'est un groupe électrogène. Je paie que l'essence et voilà. Et je dépense moins par rapport au logement, quoi. Et tu manques de rien? Et je manque de rien. Je suis bien logée ici. Violette, comme les autres habitants du squat, est ancrée dans la culture mélanésienne. Sa priorité n'est pas le confort matériel, mais le rapport à la terre et la vie en communauté. C'est très important pour moi parce que voilà, il y a toute la famille qui sont tout autour. C'est pas comme dans un bâtiment, tu vois pas la famille, mais ici dans la tribu, là, ben, on vit en communauté. Il y a toutes les générations. Et les enfants ici, dans la tribu, là, ils grandissent tous ensemble, ils se connaissent tous. Malgré que c'est des différents, les 3 îles, la Grande Terre, mais ils sont tous ensemble, on les considère comme des familles, quoi. Ah oui. Bonjour monsieur. Ça va? Oui. Tu viens d'où? Elle vient de là, là, monsieur. Violette et Raphaël sont tous deux présidents et vice-présidents de l'association du squat de Tina. Ensemble, ils établissent les règles de vie pour les 300 personnes de la communauté installées dans 185 logements. C'est encore du bruit, il y a encore des tapages. Oui, c'est bon, on n'entend plus personne. On va voir les gens, parler avec eux, se trouver amis. Raphaël a lui aussi vécu dans un logement social, mais lui non plus n'y a pas trouvé son équilibre. Il n'y a pas de respect entre les voisins et tout ça. Et où je vivais avant à Magenta, ceux qui dans le parc, ils crient, ça résonne. Ça crie le soir, il n'y a pas de respect, il n'y a rien. Ça fait qu'on paie quelque chose, on est mal logé. Voilà, ici c'est l'église. On fait notre culte. Demain c'est dimanche. Lundi c'est la réunion de prière. Et mardi c'est l'enseignement. Et ce qui manquait ici, la tribu de Tina, c'est d'avoir une église. Voilà, c'est ça qui manque. C'est pour ça qu'on a mis en place cette église avec le pasteur pour que les gens puissent venir faire la prière. C'est très important de mettre Dieu dans tout ça. Tout comme la vie collective, la dimension spirituelle est importante pour les habitants de Tina, qui rejettent l'appellation squat, un terme péjoratif et, selon eux, très européen. Voilà, ça rejoint ce que vous disiez sur des modèles qu'on a tendance à plaquer d'un territoire à l'autre. Comme on arrive à la fin de cette émission, je voudrais quand même qu'on dise aussi un mot de la situation à Mayotte, qu'on n'a pas pu montrer en image et qui est quand même terrible. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le rapport récent, en tout cas, présenté au gouvernement? Qu'est-ce qui va se passer pour ce département français? C'est-à-dire qu'autant quand on regarde les territoires d'outre-mer, il y a des territoires où l'action sur l'habitat de la part de l'État est insuffisante, mais quand même existante. Je parle des Antilles, où ça fait des décennies qu'il y a une action. La Réunion, il y a des financements importants, etc. On voit qu'il se passe des choses. Mayotte, on part de très loin, mais l'État français a voulu en faire un département. Il ne peut pas admettre qu'il y ait autant de bidonvilles, d'enfants déscolarisés, décasés, parce que je rappelle qu'on parle souvent des expulsions locatives en métropole, mais à Mayotte, c'est un phénomène absolument massif, violent, où les règles ne sont jamais respectées. Donc là, il faut que l'État de droit, quand même, protège les plus vulnérables, qui sont les habitants des bidonvilles.
Voilà, donc on a une pensée particulière pour, voilà, pour les habitants de Mayotte. On arrive à la fin de cette émission. Un grand merci d'être venu nous éclairer un petit peu et de tirer la sonnette d'alarme sur le risque de déshumanisation à cause du mal logement. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. On attend évidemment vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à la préparer, à nos correspondants dans nos départements territoires d'outre-mer qui, chaque semaine, nous fournissent ces sujets pour nous montrer les réalités locales qui continuent à perdurer. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine.